Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus de la semaine. Dans ce focus, il sera question de décrypter les faits saillants de l'actualité nationale, mais aussi internationale. Et nous commençons tout de suite avec ce retour du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a regagné la capitale dimanche soir après un séjour privé en France. De quoi s'agit-il? La réponse dans cette séquence. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce dimanche en début de soirée le pays à l'issue d'un déplacement privé de quelques jours en France. En clôturant ainsi son agenda personnel, le chef de l'État donne le signal fort de sa volonté de se consacrer pleinement aux affaires de l'État et de se mobiliser toute son énergie pour relever les défis qui se posent à notre pays et à notre peuple. À sa descente d'avion, l'aéroport d'Ambouli, le président de la République a été accueilli par les plus hautes personnalités du pays, dont le Premier ministre, M. Abdelrahman Mohamed, le président de l'Assemblée, M. Dileta Mohamed, ses proches collaborateurs, dont le directeur général de la sécurité, Hassan Saïd, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Cheikh Ibrahim. Et cette rentrée solennelle au Parlement, les élus du peuple ont donc repris lors de la 9e législature les travaux sous les signes de l'unité nationale. Explication. C'était le 1er octobre où le Parlement djiboutien a rouvert ses portes dans une ambiance empreinte de solennité marquée par le respect rigoureux des traditions républicaines. C'est son Excellence, M. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, qui a présidé l'ouverture officielle de la 2e session ordinaire du Parlement. Les élus de la 9e législature ont fait leur rentrée solennelle, conforme aux dispositions constitutionnelles et aux prescriptions du régiment intérieur, auprès d'un trêve estival bien mérité. La plénière, chargée d'importance et du symbolisme, a vu la participation des figures de premier plan du paysage politique et institutionnel du pays, aux côtés du président de l'Assemblée nationale, M. Abdelrahman Mohamed, Premier ministre, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, ont honoré de leur présence cette cérémonie républicaine. L'hémicycle accueillait également les élus de la nation, entourés des personnalités de haut rang issues des divers horizons. Nous allons parler de cette unité vers une éthique de la cohésion sociale. De quoi est-il question? La suite dans ce commentaire. Au Palais du Peuple, le Premier ministre, M. Abdelrahman Mohamed, avait officiellement lancé la 2e édition de la Semaine nationale de l'unité, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le ministère délégué de la décentralisation. Cet événement s'est déroulé sous le thème évocateur, dialogue intergénérationnel, préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations. La cérémonie d'ouverture intitulé Fest United s'est tenu en présence de nombreuses personnalités éminentes du gouvernement, dont la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iboum Assoué, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, le ministre délégué à la décentralisation, Qassim Ali, des artistes nationaux, universités diverses, des participants allant des représentants des forces de sécurité et de nombreuses jeunes issus des Djibouti-Ville et de 5 régions de l'intérieur. Après une présentation du programme par Mahad, président du conseil régional de Dikil et initiateur de cette initiative, le ministre de l'Intérieur a prononcé un discours émouvant sur les valeurs fondatrices de la République de Djibouti. Il a souligné que cette semaine ne se limite pas à des festivités, mais incarne la flamme de notre identité collective, rappelant qu'elle est importante de la cohésion nationale, de la paix et de la solidarité. Le ministre de l'Intérieur a également établi un lien entre cet événement et la vision Djibouti 2035, un projet de développement initié par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Il a réaffirmé que l'unité nationale et la promotion des valeurs culturelles sont des axes stratégiques de cette vision. Et cette interview du chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf qui relate bien donc dans cette interview les défis et les déterminations du gouvernement djiboutien. En marge du sommet des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, a accordé une interview à une média américaine relevant les défis pressants auxquels Djibouti fait face. Les objectifs de développement durable sont au cœur de notre stratégie, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que les résultats obtenus jusqu'à présent demeurent en décalage d'attente. C'est un contraste amer
partagée par de nombreux pays en développement. Le manque criant des ressources financières reste l'un des principaux obstacles de l'accomplissement de ces objectifs. Comment construire des écoles, des hôpitaux ou développer une économie verte quand les fonds manquent cruellement? Cependant, la problématique ne se limite pas aux aspects financiers. Le monde est à l'envers, a-t-il affirmé. Une note de désillusion palpable dans sa voix. Les conflits et mouvements terroristes ravagent le Sahel, couplent à la polarisation des grandes puissances, perturbent le cours normal du développement dans ces contextes chaotiques. Des promesses de l'ODD semblent s'évanouir. Malgré cela, Djibouti refuse de se laisser abattre. Nous ne disons pas que nous parviendrons demain, mais nous travaillons. Cette phrase témoigne d'une ténacité silencieuse, celle des nations qui font face à la tempête, s'accrochant à leurs idéaux. Dans ce paysage géopolitique mouvant, un partenaire émerge, la Chine. Les relations entre Djibouti et l'Empire du Milieu ont franchi des étapes décisives au cours des 45 dernières années. En 10 ans, notre partenariat avec la Chine a pris une nouvelle dimension, s'est réjoui le ministre. Djibouti est désormais un acteur clé de l'ambitieuse initiative de la ceinture de la route, tissant un réseau d'infrastructures reliant l'Asie à l'Afrique. Également dans ce focus, nous allons décrypter les dynamiques économiques à travers la note de la conjoncture. De quoi est-il question? Dans la suite, dans ce commentaire. C'était cette semaine que la salle de conférence de l'Université de Djibouti a accueilli une cérémonie marquante dédiée à la présentation de la note de conjoncture économique pour le pays, organisée par la Banque mondiale. Cet événement a rassemblé des figures éminentes du gouvernement et des institutions financières internationales. La conférence a également vu la participation de hauts responsables de diverses institutions financières ainsi que des représentants d'organisations internationales telles que l'Union européenne. Des ambassadeurs des pays amis ont également pris part à ce débat enrichissant qui s'est penché sur les perspectives économiques de Djibouti pour les 2 années à venir. Une vingtaine d'étudiants de la faculté d'économie de l'Université de Djibouti ont eu l'opportunité d'assister à cette séance de présentation témoignant de l'intérêt croissant des jeunes pour les enjeux économiques de leur pays. Ces échanges ont permis de mieux comprendre la conjoncture nationale tout en mettant en lumière des thématiques essentielles telles que l'inflation, les finances publiques, les dettes extérieures et la situation monétaire. La représentante de la Banque mondiale a présenté un détail des divers aspects de cette note qui vise à renforcer la soutenabilité de l'équité des finances publiques. Ces explications ont été accueillies avec attention, soulignant la nécessité d'une approche équilibrée dans la gestion économique. Cette cérémonie riche en enseignements illustre l'engagement des autorités djiboutiennes à naviguer vers un avenir économique plus prometteur. Nous allons également nous pencher sur la 6e réunion statutaire de l'INSTAD. Explication. C'était sous l'égide du ministre des Finances et du directeur général de l'INSTAD, Dr Ibrahim Abdi Hadi. Une rencontre de haut niveau a soulevé des questions cruciales sur la qualité et l'accessibilité des données, tout en dévoilant des résultats préliminaires d'une portée significative, offrant une analyse détaillée de la population répartie par arrondissement, préfecture et sous-préfecture. Cet événement a constitué un carrefour d'expertise, mettant en lumière les avancées notables réalisées dans les activités statistiques en cours. Les présentations ont non seulement permis d'évaluer les travaux antérieurs, mais elles ont également souligné l'importance cruciale des données collectées. En effet, celles-ci s'élèvent être des outils indispensables pour affiner les politiques publiques, optimiser la planification à la fois locale et nationale. Les discussions ont particulièrement mis l'accent sur les axes de la stratégie nationale, le développement de la stratégie de la réforme statistique. Ces initiatives, à la fois ambitieuses et nécessaires, visent à renforcer la coordination des activités statistiques. Elles se concentrent sur l'amélioration de la production des données en matière de qualité, de quantité et de régularité, avec l'ambition de créer un cadre plus cohérent pour la collecte, le traitement et la diffusion des statistiques. L'objectif est de mieux répondre aux besoins pressants des décideurs et des acteurs du développement. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler de ces réfugiés à travers le monde. 350 000 réfugiés de plus en Afrique du Nord, et ce depuis janvier 2024. Le directeur du bureau de New York du HCR a rapporté que depuis le début de l'année, plus de 350 000 réfugiés et demandeurs d'asile ont été enregistrés dans le monde. Parmi ceux-ci, une proportion notable est constituée des réfugiés soudanais qui figurent et fuient les conflits en quête de protection en Afrique du Nord.
Entre janvier et août 2023, il a été estimé que plus de 134 000 réfugiés et migrants ont tenté de traverser la traversée maritime depuis l'Afrique du Nord et l'Ouest vers l'Europe, représentant une baisse de 24% par rapport à l'année précédente. Bien que l'Italie ait enregistré une diminution des arrivées, les débarquements dans les pays d'Afrique du Nord ont connu une légère augmentation. En effet, plus de 33 000 personnes ont été secourues et débarquées en Tunisie, tandis que 14 000 ont atteint les côtes libyennes. Les causes de cette migration massive sont multiples et complexes. Les conflits armés demeurent l'un des principaux moteurs, mais d'autres facteurs tels que les catastrophes naturelles, le changement climatique et les conditions économiques précaires jouent un rôle crucial. Ces événements combinés poussent de nombreuses personnes à quitter leur foyer dans l'espoir d'un avenir meilleur. À l'ONU, les G20 se sont engagés à combattre la faim dans le monde. La réponse de plus en ce qui concerne cette rencontre dans ce commentaire de Samantha Saïd. La réunion avait eu lieu dans la salle du Conseil économique et social et se concentrait sur la réforme de la gouvernance mondiale, la faim, la pauvreté et le développement durable. M. Guterres a également souligné la nécessité d'une action décisive en matière de changement climatique. Il a déclaré que d'ici 2030, la production et la consommation mondiale de tous les combustibles fossiles doivent diminuer d'au moins 30% et la capacité mondiale en matière d'énergie renouvelable doit tripler. Pour ce faire, le pays doivent éliminer progressivement les charbons d'ici 2030 et décarboniser totalement leur système de production d'électricité d'ici 2035. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que la réforme architecture financière mondiale en particulier doit être à la marée montante qui soulève la fortune des plus nécessiteux et des plus vulnérables dans le monde. L'aggravation des inégalités, le développement chronique dans les prix à payer si nous agissons pas maintenant, a-t-il déclaré. Et nous allons parler football pour clore ce focus avec les 12 stades confirmés pour le mondial des clubs aux États-Unis. Explication. La FIFA a annoncé que les 12 stades aux États-Unis qui accueilleront les matchs de la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025, où les 32 meilleurs clubs du monde s'affronteront pour le titre. Le tournoi débutera le dimanche 15 juin 2025 avec la finale prévue à MetLife Stadium de New York. Le dimanche 13 juillet, ce sera un peu plus d'un an avant que le même stade ne soit le théâtre de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Gianni Infantino, président de la FIFA, a fait cette annonce lors de la Global Citizens Festival Centre Park de New York. Il a également présenté un nouvel partenariat de 4 ans avec Global Citizens visant à mobiliser les fans de football du monde entier pour lutter contre l'extrême pauvreté et offrir un accès à l'éducation à des millions d'enfants. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.